Voilà, l'arrivée du drone naval que l'on connaît bien, et puis cette explosion du pétrole, image tournée ce matin. Alors, je ne sais pas si ces images-là, celles-là, en revanche, sont des images turques, certainement, et les images ont été envoyées, les images de drones qui approchent dans... Ben voilà, celles-là, ce sont les images ukrainiennes. Et, alors, il y a tout, en fait, compte. Non, toutes les images sont visiblement ukrainiennes. Vous avez champ contre champ. La seule interrogation que j'ai, c'est que si ce qu'on a mis en haut de l'écran est juste, ça se passe en mer Noire et des exportations de pétrole en mer Noire, là pour le coup, via la mer Noire, ça me paraît un peu bizarre. Je suis pas sûr, parce que le grand port, alors j'arrive jamais à dire le nom. Voilà, c'est ça, et comme un port exportateur. Les bateaux rentraient. Voilà. Ils étaient avides, ils rentraient, bien évidemment. D'accord. Mais en général, le transit pour la mer Noire, c'était du transit de céréales. Oui. Et donc là, ce serait un navire qui avait vocation de recevoir du pétrole. D'accord. Dans sa structure, oui. Ah bah oui. On voit bien que c'est un un céréalier. Pour revenir à l'affaire, j'évoquais la marine noire tout à l'heure, même si c'est des bâtiments à vide, il y a quand même des cuves de mazout à bord des navires. Donc de toute façon, on est bien dans une guerre maritime qui comprend aussi l'attaque des voies commerciales, avec tout ce que ça peut impliquer. Et quand on parle de céréales, il n'est pas invraisemblable, si les Russes en ont les moyens, ce qui n'est pas sûr, de s'en prendre aussi à l'exportation de céréales, qui est une voie une ressource de devise pour l'Ukraine. Ne l'oublions pas. Puisque l'on a ces images, et elles sont assez extraordinaires, et si l'on revient un moment, parce qu'on va parler de missiles, on va parler d'échecs russes encore, il y a des séries, comme ça, on n'y peut rien. On en était à Mar-a-Lago, on en était aux négociations. Est-ce que là aussi, on touche au business ? On est d'accord, on touche au pétrole. Est-ce que les Ukrainiens qui s'en prennent à la flotte fantôme russe en détruisant, non pas en sanctionnant les navires, ça peut faire bouger les Américains ? Est-ce que Trump peut dire il serait peut-être temps d'accélérer dans un sens ou dans un autre parce que ça, je suis pas pour. Ou alors, au contraire, moi, ça me va, comme ça, je peux vendre mon pétrole. Alors, moi, je verrais plutôt les choses autrement. Mais là, on est dans le domaine des scénarios et ça repose pas sur des informations confirmées. C'est que, n'oubliez pas que les États-Unis, depuis le 21 novembre, ont fait entrer des sanctions contre 2 groupes pétroliers russes, Yukos et Rosneft. L'intérêt des États-Unis, l'intérêt de Donald Trump, c'est de faire un deal avec Poutine, mais l'intérêt des États-Unis, c'est quand même que Poutine soit affaibli. Donc, ces frappes, si elles ont eu lieu, elles concourent à faire monter la pression sur la Russie. Trump n'a pas intérêt à avoir une Russie forte face à lui. Il veut faire un deal et il a intérêt à ce qu'elle soit en position de faiblesse. Donc, ce type de frappe qui vise à dissuader des armateurs d'envoyer des navires vers la Russie va plutôt dans le sens d'un étau qu'on met autour de Poutine pour lui aussi le forcer à négocier. Donc je crois qu'il ne faut pas penser que Donald Trump a envie de négocier avec un Poutine fort. Donald Trump veut négocier avec un Poutine affaibli, quand même. Et Vladimir Poutine part en Inde, je crois, bientôt. Et on sait que l'Inde profite notamment de cette flotte fantôme pour acheter du pétrole russe. Ça insécure d'ailleurs certains alliés de la Russie, à commencer par la Chine et l'Inde. Une chose qui devrait nous faire réfléchir, nous Européens, vous savez qu'Emmanuel Macron, dans quelques jours, dans 2 jours, sera en Chine, et vous aurez remarqué que personne n'évoque la possibilité qu'Emmanuel Macron obtienne quoi que ce soit des Chinois sur le dossier de l'Ukraine. Je rappelle quand même qu'ils ont des leviers. Ça veut dire qu'on a quelque part complètement abandonné l'idée que la parole européenne pèse sur ce dossier. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Et je crois que les volets économiques vont occuper, parce qu'ils sont inquiétants également, une grande part des discussions. On est avec Gaëtan Powys. Bonjour Gaëtan, merci d'être avec nous. Et oui, comme fait le général, c'est toujours un plaisir que de vous retrouver. Et si on est avec Gaëtan Powys, c'est tout simplement parce que Poutine a subi hier une déconvenue. On l'a souvent entendu, et on vous le diffuse bien évidemment, notamment dans cette émission, le chef du Kremlin parader très en verve quand il s'agit de vanter ses super missiles capables de tout détruire et de rayer de toutes cartes les pays ennemis et les alliés de l'Ukraine. Eh bien, regardez ces images prises clandestinement en Russie sur la base Yasny. On est à 1500 km de l'Ukraine, l'un de ces 11 sites où les Russes
Russes peuvent lancer des missiles à longue portée, équipés notamment de têtes nucléaires. Et bien voilà, l'explosion d'un missile intercontinental UR-100N exactement. C'est un échec sur ce pas de tir. Vous voyez les morceaux. Une partie de ce missile retombée à terre et explosée. Gaëtan, que vous inspirent ces images que l'on a bien évidemment récupérées et authentifiées? Alors concrètement, je crois que vous avez cité le S100N. Pour l'instant, c'était une des hypothèses. Tout le monde commence à s'accorder sur le fait qu'il s'agissait du SS-X30, le Sarmat. Le fameux Sarmat. Pardon ? Le fameux Sarmat, les Ukrainiens en parlent souvent. Oui, tout à fait. Et on est sur un nouvel échec de ce missile, puisqu'il s'agit tout simplement du 5e échec d'affilée d'un tir de Sarmat. Alors concrètement, un échec, ça peut arriver, c'est tout à fait normal. On est sur un missile qui est... Alors officiellement il est en service, concrètement il est encore en développement, mais derrière on est vraiment sur... c'est normal d'avoir un échec. 5 échecs d'affilée, ça commence à faire beaucoup, tout particulièrement pour un missile qui encore une fois est en cours de développement et qui devait commencer à remplacer les missiles balistiques intercontinentaux russes tirés depuis les silos à l'horizon mi-2010. Donc on est 10 ans après la date voulue et on n'est toujours pas sur un missile qui est certifié, qui est opérationnel. Donc ça commence à être vraiment très problématique pour la Russie. Restez avec nous, Gaëtan. Je parlais de Vladimir Poutine, fanfaron. Le Sarmat, il en a parlé. Il en a fait même un triomphe de la technologie militaire russe, mais il parlait également de son Orychnik. Voilà, ça c'était avant le 5e échec. Écoutez bien. Il n'y a aucune chance de descendre ces missiles. Enfin, si les experts occidentaux dont vous me parlez pensent ainsi, nous n'avons qu'à leur proposer, et ils n'auront qu'à proposer à ceux qui les rémunèrent en Occident et aux États-Unis pour leurs analyses, que nous menons une sorte d'expérience technologique. Disons que c'est un duel high-tech du 21e siècle. Laissons-les déterminer une cible, disons Kiev. Ils concentreront toute leur armée de l'air et toute leur défense aérienne et nous les frapperons avec l'Orychnik. Et nous verrons ce qui se passe. Alors on rappelle aussi qu'il y a des doutes sur l'Orychnik, Gaëtan. Alors ça c'était au temps de la superbe avant le 5e échec. Ça peut mettre un coup de frein aux velléités russes et notamment de Vladimir Poutine? Alors les velléités, je ne pense pas, parce que derrière, faut le rappeler, la Russie, sous du moins Vladimir Poutine, a effectué de nombreuses invasions. On parle souvent de l'Ukraine, il suffit de rappeler la Géorgie, il suffit de rappeler... Enfin, la liste est longue depuis le début des années 2000, et ce n'est pas cet échec qui va lui le stopper concrètement dans sa lancée, et ça clairement pas. Oui, mais c'est pas très bon. C'est pas très bon en termes d'image, bien évidemment. Lui qui vante une armée à la pointe de la technologie, qui nous propose, dans ce qu'on vient d'entendre, une compétition avec nos technologies et notre armement. Exactement, et justement, j'allais venir là-dessus, vous me coupez l'herbe sur le pied, c'est très bien. Pardon. Concrètement, on est sur un problème à la fois d'image, vous l'aviez expliqué il y a quelques instants en plateau sur le précédent sujet, on est sur une Russie qui est potentiellement en train de discuter paix avec les États-Unis, mais donc là on est sur un aveu de faiblesse, et puis on est aussi sur un problème stratégique, puisque là on parle d'un missile qui devrait faire partie de la dissuasion nucléaire russe, donc on est vraiment sur quelque chose de hautement stratégique et qui ne fonctionne toujours pas, c'est impossible de le voir opérationnel puisqu'ils ne volent pas les précédents vols, 5 vols d'affilée, c'est quand même énorme, se sont soldés par un échec ou un échec partiel. Merci beaucoup Gaëtan d'avoir été avec nous. On vous retrouve très vite sur l'antenne de LCI. Un petit commentaire sur... on peut s'en réjouir quand même. Alors, on est entre nous. On peut s'en réjouir, mais c'est pas surprenant non plus. Enfin, moi, j'ai pas mal travaillé récemment sur le nucléaire et la Russie, et c'est vrai que l'échec du Sarmat aussi qui a été testé. Vous vous souvenez de ces images satellites où on voyait un gigantesque cratère, et donc ce qui avait permis de déterminer qu'un test avait plutôt mal tourné. Et d'après Gaëtan, c'est un nouveau test, c'est un Sarmat. C'est un Sarmat. Même les Russes ont essayé de biaiser pour ne pas dire que c'était le 5e échec. Voilà, ils ont eu d'autres soucis
avec le Bourevestnik aussi, il y a eu aussi par le passé le décès de certains ingénieurs qui menaient ces tests. Donc la Russie expérimente beaucoup, elle essaie de développer beaucoup de choses. Et puis dans tous ces tests, effectivement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais pour autant, Vladimir Poutine, à chaque fois, communique énormément, alors pas sur les échecs, mais sur ces fameux missiles qu'il essaie de développer. À chaque fois, c'est une manière de mettre la pression, de faire peur, de montrer qu'il est très fort. Voilà, donc ça, ces images montrent aussi l'envers du décor, ce qui fait que des fois, ça ne fonctionne pas comme c'était espéré. Et on se souvient d'ailleurs de la réaction de Donald Trump, qui a eu un peu compétition. Vous savez, il était monté au créneau, notamment sur les missiles, sur le nucléaire. On est toujours sur de la négociation, mais c'est un exemple de plus. On a les pétroliers, on a les drones ukrainiens, et puis on a des échecs retentissants. Mais parce que moi, je suis convaincu depuis le début. Vous savez, Donald Trump, j'ai pas mal étudié ça pour mon dernier livre. Donald Trump est un homme des années 80. Il a gardé en tête l'épuisement de l'Union soviétique dans la course à l'armement de l'administration Reagan. Vous vous souvenez ? L'administration Reagan avait forcé l'URSS à rentrer dans une course aux armements et elle ne pouvait pas suivre. Et je pense que dans le logiciel Trump, il y a ça. Obliger Poutine à se lancer dans cette course aux armements alors qu'il sait très bien, Donald Trump, que les ressources à la disposition de la Russie ne sont pas du tout celles des États-Unis. Donc ne négligeons pas cet aspect. Bien évidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour Poutine. Moi, ce qui me terrifie par contre, c'est que les missiles qui tombent sur Kiev, eux, ils fonctionnent bien. Merci beaucoup à tous les trois. C'est un plaisir que de vous avoir